Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire sur les SCPI. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Pauline Lefeld, directrice des partenariats chez Sofidi. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons le plaisir aussi de recevoir Christophe Inizan, directeur commercial du groupe La Française. Bonsoir Christophe. Bonsoir à tous. Et bien sûr, ma collègue Salomé Lourdin, conseillère en gestion de patrimoine, spécialiste en immobilier. Parfait. Alors aujourd'hui, nous allons explorer les dynamiques qui façonnent ce secteur d'investissement. Les SCPI sont souvent considérés comme un véhicule d'investissement stable. Au cours des derniers mois, le marché des SCPI a récemment été au centre de plusieurs évolutions et fluctuations significatives suscitant des interrogations parmi les investisseurs et les différents acteurs du marché. La dévaluation notable de certaines SCPI, conjuguée à une baisse substantielle de la collecte, a introduit une dose d'incertitude qui mérite notre analyse. Cependant, dans ces périodes de fluctuation, il est essentiel de remarquer que le marché continue d'offrir des opportunités de rendement. C'est dans cet esprit qu'on est réunis pour décrypter les défis, identifier les opportunités et aider nos auditeurs à prendre des décisions éclairées dans la création de leur propre portefeuille. On va examiner notamment les facteurs économiques globaux tels que la montée des taux d'intérêt, l'inflation, ainsi que les éléments internes propres à chaque SCPI qui ont contribué à cette période d'oscillation. Donc, que vous soyez un investisseur chevronné cherchant à optimiser son portefeuille ou que vous envisagiez simplement d'investir en SCPI, cette fois de conférence a pour objectif d'être aussi informatif que possible. Et bien sûr, au cours de cette intervention, nos experts partageront leurs analyses pointues, examineront comment certaines SCPI ont mieux résisté et tiré aussi certaines expériences du passé et bien sûr toute opportunité émergente qui peuvent se présenter aux investisseurs. Nous aborderons également les stratégies que les gestionnaires de fonds mettent en place. C'est l'occasion pour nous comme pour vous d'explorer ensemble les pistes qui s'ouvrent dans cet environnement en constante évolution. Nous vous encourageons à participer, à poser vos questions auxquelles nous répondrons dans une seconde partie de ce webinaire. Sans plus tarder, la première question que nous allons aborder dans cette webconférence qui est: quelles opportunités spécifiques d'investissement se dessinent actuellement sur le marché des SCPI en raison bien sûr de la baisse des valorisations et comment les investisseurs peuvent-ils en tirer parti de manière stratégique? Je laisse la main pour cette première réponse à Pauline. Pauline, pouvez-vous nous apporter une réponse, s'il vous plaît? Oui, merci pour la question. En gros, ce qu'on va rechercher aujourd'hui, effectivement, il va y avoir des bonnes opportunités à saisir. Il ne faut pas se précipiter non plus pour aller les saisir. Et on va surtout rechercher du coup des vendeurs qui sont plutôt en situation de stress, en situation stressée, soit par rapport à leur situation d'endettement et ou de liquidité. Hein, les deux peuvent aller de pair. Mais ce qui n'est pas cher n'est pas pour autant tout le temps bon à acheter. Donc, ce qu'on recherche, c'est effectivement ce vendeur stressé, mais sur un actif dont les performances opérationnelles sont bonnes. Effectivement, il y a des situations de marché où mieux vaut être acheteur que vendeur. C'est effectivement plutôt notre cas chez Sofidi. On a pris la décision d'appuyer sur la pédale de pause d'investissement depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et à date, on a à peu près un petit peu plus de 700 millions d'euros de cash, de poudre sèche, effectivement, pour aller cueillir, entre guillemets, des actifs décotés par rapport à des vendeurs stressés dont les performances opérationnelles sont bonnes. Merci, Christophe. Oui, alors pour compléter ce qui a été brillamment dit, juste un petit point quand même introductif pour rappeler le contexte, parce que vous avez cité la correction de marché. Alors je tiens à rappeler quand même que dans l'univers des SCPI, il y a une correction qui concerne à peu près une dizaine de pourcents des véhicules disponibles, donc c'est à peu près 20 SCPI qui ont décoté sur 200 du marché, donc c'est pas le marché qui décote, certains véhicules décotent, et puis d'autre part, concernant votre question sur les opportunités du contexte, alors nous on est des maisons, enfin notamment la Française très ancienne, donc les cycles immobiliers, c'est pas anormal qu'on connaisse des cycles, on avait oublié depuis 15 ans, et notamment depuis les Man Brothers, qu'il y avait des cycles, puisque les taux bas ont porté la valeur de l'immobilier, mais une nouvelle fois, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est très important, c'est qu'il y ait une fluctuation des valeurs, ça a toujours été le cas, à la hausse comme à la baisse.
l'élément central, c'est quand même le rendement. Je sais que c'est prévu qu'on y revienne, mais je tiens à le spécifier. Sur les opportunités du moment, je tiens à signaler qu'elles vont probablement pas durer. C'est-à-dire qu'on vit une année 2023 très particulière, inédite, avec une hausse consécutive des taux d'intérêt de la BCE qu'on n'a jamais vue. Donc, il n'est pas normal que face à cette hausse inédite, il y ait une correction importante de certains marchés de l'immobilier. D'autre part, ça a été dit tout à l'heure, il faut faire attention à ne pas confondre le prix et la valeur. Nous, on est une maison qui privilégions la qualité. La qualité, elle se paye un certain prix, ce qui permet de délivrer des actifs d'une certaine valeur. Et il n'est pas anormal que dans le contexte actuel, aujourd'hui, il y ait une dichotomie dans le marché des SCPI, une polarisation du marché entre des actifs qui décotent et d'autres qui résistent très bien. Et ça se traduit d'ailleurs dans l'univers des SCPI. Il y a des SCPI qui ont bougé leur prix de part, d'autres qui n'ont pas bougé et qui ne bougeront pas. Donc il faut faire vraiment très attention. On entend beaucoup les médias s'emparer de ce sujet-là avec des titres un peu accrocheurs, pour pas dire plus. Je tiens à rappeler que nous, on fait ce métier-là depuis 50 ans, que sur les 10 dernières années, quand on parle du rendement des SCPI, on a des rendements linéaires autour de 5% chaque année. Donc, on n'est pas sur un véhicule qui connaît un ajustement brutal, massif, même si certains l'ont repéré. C'est loin d'être le cas de tous. Donc, il y a des opportunités. Mais pour conclure, et pour faire court, ça va pas durer parce que les taux sont déjà en train de rebaisser. Le repère qu'on a toutes et tous, c'est l'OAT en France, sans faire trop technique, c'est important. Il y a quelques semaines, l'OAT était à 3,50, on est à moins de 3 aujourd'hui, sauf erreur. Et donc ça a une incidence majeure sur le comportement de l'immobilier. Donc, on fera en conclusion une projection de l'année prochaine, mais je vous donne rendez-vous l'année prochaine à la même période. Je pense que le marché sera probablement très différent. Merci Christophe. Alors, une nouvelle question pour les investisseurs actuels. Comment évalue-t-on la situation des parts de SCPI qui ont décoté? Et quelles stratégies peuvent être envisagées pour maximiser la valeur de ces investissements? Alors, c'est pour moi, du coup. C'est toi qui continue, ouais. C'est moi qui continue sur ma lancée. Alors, je précise quand même que la situation, une nouvelle fois, dans la ligne de ce que je viens de dire, n'est pas du tout la même, parce qu'il y a des décotes qui sont notamment dues à des valorisations qui étaient un petit peu agressives dans le passé. Il n'est pas faux de dire que lorsque vous avez valorisé vos parts de SCPI régulièrement sur les dernières années, quand il y a une correction de marché, vous êtes les premiers à devoir également corriger dans le sens inverse. C'est la raison pour laquelle, une nouvelle fois, vous avez des acteurs dont on est évidemment, on fait preuve d'une grande prudence sur de très nombreuses années en termes de valorisation, qui corrigent moins quand le marché se retourne. Pour autant, si vous avez affaire à des SCPI qui corrigent, ça peut être, selon la situation, une opportunité ou pas. Ou pas. Et donc là, bien évidemment, ça dépend des marchés, ça dépend des caractéristiques propres à la SCPI, des indicateurs sur lesquels on reviendra tout à l'heure, tant financiers qu'immobiliers, qui doivent être analysés grâce notamment à vous, équipe d'Alta Profit, de manière fine, parce que toutes les situations ne sont pas homogènes. Donc une correction peut cacher des corrections très divergentes, très différentes. Il y en a qui vont offrir des opportunités, d'autres qui vont être l'occasion peut-être de se repositionner. Exactement. Si je peux effectivement compléter et rajouter ce que tu disais, c'est vrai que le premier point, il est vrai dans tous les cas, cet effet de pression sur les valorisations, il est chez tout le monde, sur tout le marché immobilier, avec des nuances selon certains secteurs immobiliers, selon certaines géographies. Le second point, c'est que dans tous les cas, on parle de SCPI qui sont des produits de rendement. Mais effectivement, il faut que pour maximiser cet investissement sur le long terme, il faut que ce rendement et toutes les performances opérationnelles qui vont avec soient bonnes. Et effectivement, comme tu le disais, ce qui se cache derrière effectivement des effets de pression sur les valorisations, si les performances opérationnelles derrière sont bonnes, oui, ça crée des opportunités. On en parlera, je crois que c'est la question d'après. Mais c'est pas le cas. Sur tous les sous-secteurs de l'immobilier, surtout les immobiliers. Il y a effectivement certains secteurs qui souffrent plus de vacances locatives, qui sont un petit peu plus à redémarrer. Donc, il faut aller creuser finalement à l'intérieur. Est-ce que c'est une bonne opportunité de se repositionner après une baisse de prix de part? Ça va dépendre de ce qu'il y a dans le moteur. Puis un mot, si je peux me permettre juste de compléter, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais enfin pour être sur ce marché-là depuis quelques années, c'est la première baisse je vais dire 15 ans pour faire court, mais je pense qu'avoir sur des marchés, là on parle du marché de l'immobilier, il y a beaucoup de marchés, les actions, les obligations, qui aimeraient avoir sur les 15 dernières années qu'une année de baisse. Donc ça, c'est quand même un sujet, c'est-à-dire sur les 15 dernières années, c'est la première année où certains baissent la valeur, mais en aucune façon
le rendement, c'est-à-dire le loyer exprimé en euros versé sur le compte des associés, n'est impacté. Donc, il faut bien faire la part des choses. Et une nouvelle fois, hein, je pense que l'année prochaine, on va avoir un marché qui va être très différent. Donc oui, il va y avoir des opportunités, mais probablement qu'il faut aussi avoir une position de portage. On parle beaucoup du portage en ce moment sur d'autres classes d'actifs. Je pense que la première classe d'actifs qui offre un portage, c'est l'immobilier. Et c'est pour cela qu'on rentre sur ce segment-là en général. Après qu'on rentre sur un marché un peu cher ou décoté, je dirais que sur du long terme, on se souviendra plus si on a acheté 100 ou 95 au moment où on a le rendement, parce que dans 10 ans, ce qui comptera, c'est le rendement qu'on a eu année après année. Merci beaucoup. La question qui vient maintenant, et on a un peu répondu, mais quels critères en fait aujourd'hui spécifiques devraient guider le choix entre conserver, vendre ou acheter des parts de SCPI dans un contexte aujourd'hui de baisse de valorisation, et comment les investisseurs peuvent-ils prendre des décisions éclairées? Pauline? Ben justement, c'est ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure, c'est qu'il faut regarder dans le capot, sous le capot plutôt, et que de toute façon, une SCPI, l'épargne immobilière au sens large, est là pour lisser la performance de l'immobilier sur le long terme, je dirais même jusqu'à dire sur le très long terme, le lisser à la hausse comme à la baisse, hein, d'ailleurs. Mais pour ça, effectivement, il faut soulever le capot. Je dirais qu'il y a en gros grosso modo 4 piliers un petit peu à aller regarder. Le premier, c'est flux. Effectivement, c'est flux locatif de loyer. Il y a des indicateurs pour ça, le taux d'occupation, mais aussi le taux de recouvrement des loyers. A priori, c'est bien beau de facturer, mais si c'est pas payé, la capacité distributive n'existe pas non plus. La structure de la dette de la SCPI, son pourcentage de dette, le type de dette qu'il va y avoir à l'intérieur. Est-ce que c'est plutôt du taux fixe, plutôt de l'amortissable? Est-ce que c'est plutôt du in fine, du in fine, de l'amortissable, du taux fixe ou du taux variable? Ça va entraîner aussi beaucoup de mécanismes à l'intérieur. Toute la gestion immobilière, parce qu'en fait, on n'oublie pas qu'il y a effectivement une granularité certaine dans les SCPI et que ce sont des équipes derrière qui gèrent le patrimoine immobilier au quotidien, les locataires, les relocations, les arbitrages, etc., etc. C'est eux qui font vivre, en fait, le patrimoine de la SCPI sur le très long terme. Et puis aussi la gestion de la trésorerie, bien évidemment, combien de cash a aujourd'hui la SCPI dans le stock, pour aussi pouvoir aller saisir les fameuses opportunités dont on parle demain, c'est-à-dire à très court terme. Merci Christophe. Oui, alors au-delà de ce qui a été dit à l'instant, effectivement, les indicateurs, on les regarde tous, ça a été résumé, c'est la base, je dirais. Je pense qu'aujourd'hui, chez Apta Profit, c'est des choses que vous suivez de très près. Après, il y a des tendances de très long terme. On voit bien émerger, alors il y a beaucoup de discussions sur le bureau, le commerce, la santé, la logistique. Nous, ce qu'on essaie de proposer, et ce que vous faites aussi chez Apta Profit et chez Sofidy, ainsi qu'à la Française, c'est ce qu'on propose aux investisseurs depuis une cinquantaine d'années, c'est de bâtir des allocations de portefeuille immobilier. Donc le court terme, il est important, mais j'aurais tendance à dire que la détention moyenne, elle est plus de 20 ans, voire davantage. Donc ce qu'il faut vraiment, c'est se projeter sur du très long terme. Et sur du très long terme, il y a des tendances, des méga tendances, et ces méga tendances, on essaie de les anticiper, de les accompagner. Moi, je tiens quand même à souligner que, parce qu'on c'est l'occasion de vous donner d'en parler, on a parlé beaucoup du bureau. Moi, j'étais là pendant le Covid comme vous, on a été à la fin du bureau, et puis finalement non, il y a retour au bureau, mais quid du bureau? Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que dans une allocation de notre point de vue, il y a des opportunités sur le marché du bureau dès lors qu'on est sélectif. Au même titre que il y a du bureau qu'il faut absolument abandonner, parce que c'est du bureau qui ne se fera plus. Donc il faut être sélectif, c'est le métier d'un gérant. C'est-à-dire que, on va en parler en conclusion tout à l'heure, mais j'ai aussi beaucoup entendu parler du match jeune SCPI versus entre guillemets ancienne SCPI. Alors ça, c'est quelque chose qui, moi, me hérisse le poil, parce que ancienne SCPI, ça ne veut pas dire patrimoine obsolète, ça n'a rien à voir. Je l'illustrerai tout à l'heure sur ce qu'on fait à la Française et chez Sofidy, je pense que c'est la même chose. Donc, faut pas confondre les choses, et il faut vraiment bien faire le tri dans la façon dont on opère son choix. La détention long terme, elle est très importante, et il est évident que dans le contexte actuel, nous, on pense qu'il y a des tendances, la santé, la logistique, le commerce qui est revenu sur le devant de la scène, comme le bureau, qui permettent de diversifier ses investissements dans du long terme. Donc, la meilleure réponse à votre question sur les opportunités du marché, si on n'est pas encore investi, oui, ça vaut la peine de regarder, c'est un bon moment pour le faire, que le véhicule ou pas est décoté. Je dirais que c'est une situation qui est encore un autre critère de choix. Par contre, il faut se projeter à 5, 10, 15 ou 20 ans. Il
pour partager la conviction des maisons de gestion partenaires Data Profit sur qu'est-ce que sera la classe d'actifs dans 10-15 ans, parce que c'est ça qui porte la performance. Bien sûr. Il ne faut pas l'oublier. Et on n'oublie pas aussi qu'effectivement, comme tu le dis, on insiste, vous conseillez aux clients des fonds, une sélection de fonds, et derrière, il y a aussi des sociétés de gestion, des entreprises qui les gèrent, et quel est le track record de cette société de gestion, quels sont les hommes derrière, quelle est la stabilité de la société de gestion. Je pense que c'est aussi très important à analyser et à regarder dans le temps. Tout à fait. Tout à fait. Alors, du coup, justement, pour en rester un petit peu sur les secteurs émergents et les nouvelles tendances qui pourraient créer des opportunités de croissance pour les SCPI à venir, qu'est-ce qu'on a un petit peu? On en a parlé un petit peu, on a évoqué le bureau, la santé, voilà, on est sur ces thématiques-là. Est-ce qu'il y en a un petit peu d'autres? Pauline? C'est moi qui commence? Ok. Du coup, t'as plus J'ai spoilé. C'est pas grave. C'est pas volontaire. Non, mais je te rejoins. En fait, je vais pas réinventer la roue, mais avant tout, c'est la diversification sur l'intégralité des différents secteurs, des différents immobiliers et des sous-secteurs immobiliers qui reste la clé pour laisser la performance sur le long terme. Alors après, si c'est pour faire un petit point sur une sous-classe d'actifs en particulier, et parce que c'est aussi quand même l'ADN historique de Sofidy, bien évidemment, on est très fan effectivement du commerce sous toutes ses formes, dans le temps, que ce soit effectivement le commerce de proximité, donc c'est l'ADN particulièrement historique de la maison, mais aussi du retail park ou du centre commercial. Ça dépend à quel moment du cycle aussi on va l'acheter, et tant que ses performances opérationnelles sont bonnes, je le répète, mais voilà, on y va. C'est juste qu'effectivement, il faut être plus que jamais sélectif dans l'actif qu'on va acheter, et pas être dans l'urgence aussi d'agir. Oui, alors pour compléter, effectivement, nous on a de très forte conviction et ça n'a pas bougé avec la crise d'ailleurs, c'est parce qu'il y a des événements qui impactent l'immobilier et je précise d'ailleurs que ce n'est pas une crise immobilière, hein, c'est bien une crise qu'on va qualifier de financière, c'est l'impact des taux d'intérêt, de la hausse inédite des taux d'intérêt sur la valorisation de l'immobilier, et c'est valable sur le résidentiel tout autant que sur l'entreprise au sens large ou le tertiaire, avec effectivement des comportements un petit peu différents au sein des segments qui ont été évoqués à l'instant. Nous, on considère que, je l'ai dit tout à l'heure, mais sur la santé, sur la logistique, il y a vraiment des choses à faire parce que, pour prendre un exemple parmi d'autres, la logistique typiquement qui est portée par le e-commerce, alors ça n'a pas émergé avec le Covid, hein. Nous, on a un fonds qui existe depuis 2012 qui est porté par cette thématique-là. Il y a eu un nouvel éclairage avec le Covid qui est renforcé encore aujourd'hui. On voit bien qu'on étudie d'ailleurs ces sous-jacents et ces tendances de très long terme que sont la métropolisation, la déglobalisation et notamment d'ailleurs la réindustrialisation et la relocalisation dont on parle beaucoup en ce moment. Il y a des thématiques d'investissement qui permettent de jouer ces sujets-là. Et la logistique, pour ne prendre une nouvelle fois que cet exemple-là parmi d'autres, c'est une façon aussi d'accompagner un mouvement sociétal profond. Alors vous êtes très jeune, donc vous connaissez ça aussi bien que moi, voire mieux que moi, mais on voit bien qu'investir sur des entrepôts logistiques qui contribuent à faciliter la chaîne d'approvisionnement, c'est un vrai sujet. Et c'est un sujet qui a émergé il y a une grosse dizaine d'années. Donc on voit bien qu'il y a des sujets qui évoluent dans le temps, mais il y a un continuum, c'est la qualité de l'actif. Et ça, c'est valable sur les commerces, sur les bureaux, sur la santé, sur la logistique. Il faut avoir une qualité d'actif et une qualité de locataire, car le contributeur de la performance, c'est le locataire. Et la qualité, ça se paye. C'est-à-dire que, et ça c'est un débat qu'à mon avis on va avoir, je considère moi, alors ça n'engage que moi et la maison pour laquelle je travaille, faire du rendement élevé, c'est possible, c'est toujours possible. Mais quand on parle rendement, il faut aussi parler risque. Donc ce qu'on appelle dans nos métiers le couple risque-rendement, il est essentiel. C'est-à-dire qu'une SCPI, et je vais le dire avec mes mots pour être plus direct, une SCPI qui fait au hasard 5%, n'a pas le même risque embarqué qu'une SCPI qui fait 6, 6,5 ou 7. C'est un risque différent, au-delà même du cycle immobilier. Et donc, il faut soulever le capot, puisque tu en parlais tout à l'heure, regarder la qualité de locataire, la capacité qu'on va avoir ou pas à passer les indexations, puisqu'on parle beaucoup de l'immobilier qui protège de l'inflation. Ça passe par l'indexation. Encore faut-il que le locataire puisse encaisser le surplus de l'indexation dont on parle. Je rappelle que l'ILAT, par exemple, qui est l'indice de référence des bureaux, l'indice des loyers des activités tertiaires, c'est autour de plus 6%. Toutes les entreprises ne vont pas être en capacité d'encaisser une hausse de 6% de leur loyer. Et donc, pour ça, il faut avoir des locataires solides. Et donc, ça, c'est tout le travail
des gestionnaires partenaires d'Atlas Profit, notamment ce soir, c'est de sélectionner les actifs et d'aller chercher les locataires qui permettent d'avoir une stabilité, une pérennité surtout de la performance. Et ça, c'est majeur. Hein. C'est-à-dire que nous, on considère on préfère sacrifier un peu de performance instantanée pour avoir en contrepartie une pérennité et une stabilité du revenu. Mais ça, c'est une stratégie qu'on défend, qui n'est pas celle de toutes les maisons de gestion. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, investir en SCPI, on est généralement sur un investissement sur du long terme. Face à la diversité aujourd'hui des SCPI disponibles, quelles sont, je dirais, les considérations clés pour les investisseurs qui souhaitent donc construire un portefeuille de SCPI aujourd'hui? Quelles sont les perspectives prometteuses, je dirais, à aujourd'hui? Je veux bien juste dire un petit mot en complément. Pardon. On a déjà eu une grande partie. Non, je vais juste rappeler que le bureau, pour répondre à la question dans le contexte actuel, que nous, on a considéré que le bureau est porté par la croissance économique, la croissance du PIB. Le commerce est plus traditionnellement porté par la croissance de la consommation. Et la santé est portée par des besoins générationnels, sociétaux majeurs, par exemple. Donc clairement, on voit bien que dans le contexte actuel, la consommation résiste, donc faire du commerce, c'est pas complètement délirant. La croissance économique ralentit, mais on voit bien que le bureau est porté par un besoin de retour en présentiel de beaucoup d'entreprises. Et là, il y a un mouvement qui s'est opéré, vous allez entendre parler, à mon avis, dans les trimestres à venir, c'est qu'il y a un retour au bureau, mais pas vers n'importe quel bureau. Les collaborateurs et tristes de la Française et d'une manière générale du tissu économique français veulent revenir au bureau dans de bonnes conditions. Et donc, c'est un bureau qui est très différent du bureau d'il y a 10 ans. C'est un bureau dans lequel on se sent à l'aise, sur lequel il y a des espaces collaboratifs. Et ce bureau-là, il est extrêmement demandé. Par contre, il est très rare, d'où sa cherté et l'appétence que certains locataires ont. Donc, clairement, on voit bien se redessiner une cartographie de l'allocation immobilière qui va un petit peu évoluer. Mais clairement, quand on revient 25 ans en arrière, la pire erreur qu'ont fait les investisseurs il y a 25 ans, c'est quand il y a eu la crise immobilière de l'époque, ça a été de sortir à ce moment-là. Et donc, ça prouve une chose, c'est qu'il faut détenir. Je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, sur le portage. Il faut vraiment faire, pas abstraction, parce que c'est un sujet quand même, mais la valeur, c'est une chose. Mais l'élément majeur, c'est vraiment le coupon et la stabilité, voire l'amélioration du coupon dans la durée. Et puis, il y a un élément clé aussi, c'est que effectivement, et le webinaire de ce jour est pour ça, mais aujourd'hui, on regarde au microscope une situation à un instant T qui se passe effectivement, qui est plus caractéristique d'une crise de taux, qu'une crise immobilière, mais on parle d'immobilier qui est par définition un actif long. Donc, c'est sur cette longueur-là qu'il faut le regarder. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder au microscope ce qui se passe aujourd'hui, mais ça veut juste dire qu'il faut bien ne pas oublier les deux éléments. Et de la même manière, on le regarde aussi quand on construit son allocation d'actifs en SCPI pour les clients. Et cette construction de portefeuille, pour moi, elle doit s'asseoir. Alors, ça dépend du profil de risque du client, etc. Mais c'est pas idiot de l'asseoir sur une première brique de SCPI, fonds de portefeuille, bon père de famille, très diversifié, très granulaire, sur différentes géographies, différentes classes d'actifs, etc. Et ensuite, de venir rajouter à ça d'une même société de gestion ou d'autres sociétés de gestion, enfin, là n'est pas la question, mais de rajouter des briques plus thématiques peut-être, avec des couples rendement-risque différents, une stratégie plus basée sur de l'emplacement sur des actifs plutôt core plus, ou une stratégie plutôt de haut rendement, du coup plus orientée peut-être locataire avec un emplacement peut-être moins, mais avec effectivement un couple rendement-risque qui est différent, mais construire tout ça pour le client en fonction de son profil de risque, ça a son sens. De la même manière qu'on construit une allocation dans un contrat d'assurance vie, quand on fait de la SCPI en direct ou en assurance vie, on construit aussi cette allocation-là. Merci. Merci beaucoup. Alors, là, on va parler plus particulièrement d'épargne foncière et d'immorande, plutôt les SCPI fortes qui vous concernent. Et donc, du coup, voilà, ces SCPI-là, fortes de leur longévité et d'une capitalisation importante, comment est-ce que vous avez réussi à maintenir leur stabilité et à offrir des opportunités d'investissement? Alors, du coup, pour Immorante, je sais ce que vous voulez. Je suis Immorante et tu fais. Non, mais pour Immorante, c'est
la prudence, parce que Sofidy est une société de gestion prudente qui existe depuis effectivement plus de 35 ans et qui l'a prouvé avec Imorante, qui est effectivement le fonds phare de la maison, qui fait plus de 4 milliards de capitalisation et qui a en fait aujourd'hui répliqué le patrimoine d'Imorante. C'est infaisable. C'est effectivement une grosse capitalisation, mais avec plus de 2600 unités locatives à l'intérieur. Avec certes un cœur commerce historique, mais aujourd'hui qui est totalement diversifié sur toutes les classes d'actifs, et qui a acheté des immobiliers sur plusieurs sites immobiliers. Donc, il y a aussi encore de la plus-value latente en stock, bien évidemment. Et on va s'en reconstituer encore. Du coup, les cycles sont aussi faits pour ça. Depuis 35 ans. Donc, c'est effectivement une stratégie extrêmement prudente de stabilisation et d'ultra-granularité, mutualisation, diversification, comme vous voulez. Mais effectivement, 4 milliards 2600 unités locatives, il n'y en a pas d'autres. En fait. Alors, si, il y en a une autre. Si. Pour le coup, je te remercie. Non, il n'y a pas deux Imorante, encore que. Non, il n'y a pas de Imorante. Il n'y a pas de Imorante. Non, donc, l'épargne foncière, effectivement, donc pour la française, c'est l'une des plus anciennes SCPI du marché, mais en tant que telle, ça ne veut rien dire en soi. Ça illustre par contre pleinement ce que je disais tout à l'heure en introduction sur le match jeune-ancienne SCPI. Là, c'est une SCPI qui fait donc pour le coup 5 milliards. Et nous, on pense que la taille, c'est un sujet. Parce que quand vous êtes un investisseur SCPI, la première chose qui motive votre investissement normalement, c'est de venir chercher la mutualisation. Et ça s'exprime par la taille. Puisque la taille, derrière la taille, vous avez une multiplicité d'actifs, multiplicité de locataires, une dispersion du risque, c'est majeur. Effectivement, ça se paye. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une SCPI qui fait 5 milliards, qui délivre un peu moins de performance que d'autres jeunes pousses, pour réutiliser ce terme à la mode, mais qui a d'autres caractéristiques et d'autres qualités intrinsèques. Notamment le fait que sur les 5 milliards d'épargne foncière, à titre d'illustration, on a renouvelé plus de 50% du parc sur les 5 dernières années. Donc, il est faux de considérer qu'une ancienne SCPI, la coquille SCPI qui a 50 ans, contient du patrimoine qui est complètement dépassé. C'est pas du tout ce qui se passe parce qu'il y a une gestion active du parc. Et la collecte, d'ailleurs, dont on entend beaucoup parler depuis quelques années, et en fortiori en 2023, on dit oui, mais les acteurs ont beaucoup collecté, du coup, ils ont acheté trop cher. C'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que la collecte permet de renouveler le patrimoine et de, en permanence, faire en sorte que le véhicule correspond aux attentes des parties prenantes que sont les locataires, qui, une nouvelle fois, est le moteur principal de la performance des SCPI. D'autre part, l'opportunité que ça offre, c'est d'avoir des véhicules qui, comme ça a été dit à l'instant, constituent des plus-values, puisqu'elles les acquièrent à tous les moments du cycle. Et comme il y a des arbitrages en permanence pour renouveler le patrimoine, on arrive à créer, à constituer des réserves, et à la française, nous on se targue et on est fiers d'assumer le fait qu'il y ait des niveaux de réserve significatifs. On est sur un fonds comme épargne foncière de 5 milliards, qui aujourd'hui a plus de 6 mois de réserve. Ce qui veut dire que si pendant 6 mois il n'y avait pas du tout de loyer, tous les locataires faisaient défaut, ne payaient plus un seul euro de loyer, on serait quand même en capacité de verser la performance à l'investisseur. Donc ça, c'est des sujets qu'il faut regarder pour reboucler avec la question de tout à l'heure. Il faut soulever vraiment le capot, regarder ces indicateurs qui sont très importants. Et puis, il y a une dimension qu'on n'a pas abordée quand même, mais qui va faire l'objet de beaucoup de discussions quand on parle d'immobilier, c'est pas le mur de la dette, que c'est un sujet sur lequel on est très vigilant, mais surtout on appelle les capex environnementaux. C'est-à-dire que vous savez que l'immobilier est un émetteur de carbone, de CO2 important. Donc, nous, c'est un sujet qu'on regarde de très, très près, au sens où il faut avoir du patrimoine qui limite l'impact de l'immobilier sur l'émission de CO2. Et donc, ça, c'est des sujets qui permettent notamment d'illustrer ce que font les sociétés de gestion au quotidien, c'est de faire en sorte que le parc de 2023 corresponde à l'attente des locataires de 2023 et des années futures. Et donc ça passe notamment par une classification. Alors, je sais que c'est un peu barbare, mais c'est important que vous l'ayez entendu, et moi je peux pas faire autrement que d'en parler. Donc vous avez des classifications des fonds. Alors j'ai pas parlé forcément des labels ISR, mais surtout de la classification qu'on appelle SFDR. Et donc nous on a des fonds qui sont classés neufs. Ça c'est très important. C'est un peu technique, mais c'est majeur pour notamment éviter les capex environnementaux. Parce que si vous avez des SCPI qui ne sont pas préparés à faire face aux travaux de mise aux normes environnementaux, ça va être difficile de tenir la performance en nature. Voilà, c'est un point que je tenais à souligner quand même, c'est important.
Merci beaucoup. Merci pour ces réponses éclairées et précieuses qui permettront potentiellement à nos futurs investisseurs en SCPI de prendre leurs décisions. On va passer maintenant à la partie questions-réponses, les questions que vous avez pu nous poser lors de cet échange. Et je pense que les questions sont nombreuses. Alors peut-être une première question sur un sujet dont vous n'avez pas parlé. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis sur les SCPI d'hôtellerie? Oui. Alors, je vais pas donner mon avis sur une SCPI d'hôtellerie en particulier, mais je vais donner mon avis sur le secteur, particulièrement français. Quoi qu'il en soit, on ressent voilà, les performances opérationnelles quand même reviennent effectivement là-dessus. Alors, je parle d'hôtellerie de centre-ville, là particulièrement, pas de mer et montagne, et j'y viendrai après, mais sur l'hôtellerie centre-ville, quoi qu'il en soit, effectivement, en France, on a eu la Coupe du Monde de rugby et Paris 2024, qui voilà, rehausse quand même les compteurs, et où on a plutôt, ça se verdit en termes de performance opérationnelle là-dessus. Pour autant, est-ce qu'il faut en faire une thématique pleine et entière sur un véhicule? C'est pas ce qu'on fait chez Sophie. Ce sont des briques de diversification, encore une fois. Et sur l'hôtellerie mer et montagne, le risque opérationnel est peut-être un petit peu plus important sur le locataire en particulier. Donc, en ce qui nous concerne, on est plutôt assez fan de l'hôtellerie de plein air, ça s'appelle le camping. On le fait depuis longtemps chez Sofidy. Bien évidemment, la profondeur de marché est pas assez importante pour en faire un véhicule dédié. Et puis, il n'y a pas des milliards effectivement de camping. C'est aussi du point de vue très français, parce que le camping est très consommé par les Français et pas que, et aussi par d'autres copains européens. Mais effectivement, on aime bien, on a toujours été assez fan de sous-jacent. On y investit quand on le peut, en direct ou en indirect. Oui, peut-être pour compléter vraiment, qui est très complet. Oui, on a vu pendant le Covid, c'est une classe d'actifs qui a beaucoup souffert, et pour cause. Là, ce qu'on appelle le RevPAR, qui est l'indicateur voilà, de revenus par chambre, est remonté à des standards d'avant crise du Covid. Donc clairement, c'est une classe d'actifs qui mérite d'être regardée. De là, je partage complètement ce qui a été dit, en faire un produit en tant que tel. Nous, on ne partage pas non plus l'idée qu'il faut avoir un produit pur, mais pourquoi pas. Par contre, en diversification, oui, évidemment. Après, on a la chance en France, c'est vrai, d'avoir des événements qui vont être porteurs pour les années qui viennent, avec les JO notamment l'année prochaine. Donc, on voit déjà le prix des chambres qui augmente massivement, pour le dire poliment, parce que c'est juste lunaire hein, quand même. Ces et la durée des séjours aussi. Exactement. Donc pourquoi pas. Après, est-ce que la profondeur de marché permet d'avoir des CPI, par exemple, comme épargne foncière de 5 milliards? Je ne crois pas. Mais avoir des véhicules de petite taille, oui, pourquoi pas en diversification. Merci. Peut-être plus une question pour nos conseillers en gestion de patrimoine. Est-ce qu'il est préférable d'acquérir des SCPI dans une assurance vie ou plutôt en direct? Donc, est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients à la SCPI en assurance vie? Alors, c'est deux investissements tout à fait différents. D'investir en direct, d'investir en contrat d'assurance vie. Lorsque l'on investit en direct, on devient associé de la SCPI. On a déjà un choix qui va être plus large au niveau de l'investissement, une plus grande liberté. Par exemple, aujourd'hui, on va proposer à nos clients plus d'une soixantaine de SCPI en direct. Dans l'assurance vie, on va être sur un investissement tout à fait différent. Lorsque l'on investit en assurance vie, on ne détient pas les parts en nom propre. C'est la compagnie d'assurance qui les détient, qui vous permet d'investir dessus. En termes d'avantages, on va avoir la liquidité, c'est-à-dire qu'on peut arbitrer à tout moment ses supports, mais il faut prendre en considération qu'on a quand même des droits d'entrée sur les SCPI dans l'assurance vie, et potentiellement la fiscalité en termes de transmission, parce qu'on reste dans l'assurance vie avec la fiscalité qui s'y réfère. Dans un investissement SCPI hors contrat d'assurance vie en direct, on va avoir plus de liberté potentiellement dans l'investissement. Un investissement en direct, en démembrement ou même à crédit, qui permettra de répondre, je dirais, à plus de critères et d'orienter plus facilement, je dirais, le client sur sa vision et son investissement à long terme sur ces SCPI.
si je peux effectivement peut-être aussi compléter ce que tu dis, enfin, Bien je sûr. tiens à rappeler que l'objectif patrimonial, en fait, est pas le même entre une SCPI souscrite en pleine propriété en direct, en nue propriété en direct ou dans un contrat d'assurance vie ou en pleine propriété à crédit. Chaque stratégie correspond à un objectif patrimonial. Et puis, il faut regarder aussi, et je suis sûr que vous le faites, comment traite l'assureur, comment le contrat d'assurance vie traite les dividendes Bien sûr. de la SCPI qui sont versés dans le contrat, puisque c'est important de le dire, mais Ouais. voilà, ce n'est pas traité pareil, de la même manière, selon les compagnies d'assurance vie. Étant entendu qu'il n'y a pas d'automaticité. Toutes les SCPI sont pas en assurance vie. C'est ça. C'est Évidemment. Évidemment. Merci. Alors, vous nous avez beaucoup parlé de rendement, d'indicateurs techniques, mais pas beaucoup de liquidité. Donc, même si la SCPI, c'est un investissement de moyen et de long terme, comment l'investisseur peut se renseigner à ce sujet? Je vais bien prendre le point. Effectivement, ce sujet-là, il est organisé. Alors, si la question, c'est comment s'articule la liquidité d'une SCPI, alors, pour répondre à votre auditeur, il suffit d'interroger la société de gestion qui va vous répondre sur votre situation si vous êtes associé, puisque bien évidemment, les données sont publiques dès lors que vous êtes associé. Après, sur l'organisation de la liquidité d'une SCPI, grosso modo, aujourd'hui, le marché est organisé autour de ce qu'on appelle des SCPI à capital variable. Donc, le niveau 1, liquidité en régime de croisière normal, c'est ce qu'on appelle le retrait-souscription, c'est-à-dire qu'il y a une souscription qui vient compenser un retrait. Il faut une contrepartie pour quelqu'un qui veut sortir d'un entrant. Ensuite, s'il y a des difficultés de liquidité de ce niveau 1, il y a des mises en place qui peuvent être proposées par la société de gestion d'activation des fonds de remboursement. Donc, les fonds de remboursement, c'est ni plus ni moins que la dotation de fonds de remboursement en vendant des actifs. Vous vendez des actifs, vous dotez le fonds de remboursement et vous faites sortir ceux qui le souhaitent. La différence avec la première hypothèse que j'évoquais, c'est que ça prend un peu plus de temps. Ça peut, le temps de vendre les actifs, de doter, donc ça peut prendre le temps d'une transaction immobilière traditionnelle. Et si vraiment cela, pour aller au bout de l'explication et pour être tout à fait transparent, on peut pas être plus transparent que ce que je suis en train de faire. Si cela, ça ne suffisait pas, il y a toujours la possibilité d'activer une clause de suspension de la variabilité du capital et de faire flotter le prix de part, de revenir à ce qu'on appelle un capital fixe, où là, c'est juste le jeu de l'offre et la demande qui s'articule. Donc, ça signifie bien, pour reboucler avec la thématique de ce soir, que la collecte est un élément important. Et tout le monde contribue à la liquidité des fonds. Je rappelle, on l'a pas dit, que la thématique des SCPI, c'est avant tout la thématique de l'épargne immobilière collective non cotée. Le non coté, par définition, n'a pas une vertu de liquidité aussi importante que le coté. Donc, il faut juste avoir bien cela en tête, c'est-à-dire que on a beaucoup de bruit autour de ça en ce moment. Il faut accepter qu'il puisse y avoir des moments où il y a un peu plus de temps pour récupérer sa mise de fonds parce que les conditions de marché font qu'il y a moins d'entrants que de sortants. Mais c'est en adéquation parfaite, et j'en termine, sur la détention de long terme de l'immobilier. Il ne faut pas s'affoler s'il y a des sujets temporaires de liquidité. Il y a d'abord des réponses réglementaires que je viens d'aborder, et d'autre part, a priori, il faut détenir les SCPI sur du très long terme. Ces mécanismes-là sont pour permettre à ceux qui en ont besoin de récupérer toute une partie de leur investissement. Je pense que c'est hyper important de le rappeler, puisque tu le disais un peu plus tôt dans la conversation, mais on a eu tendance à oublier ces 10-15 dernières années qu'on parlait d'immobilier, qui n'est pas le seul actif non coté financier du marché, il y en a d'autres. Hein. Bon, là, on parle d'IMO. Par définition, il n'est pas liquide. Mais effectivement, les années de Toba qu'on a vécues nous l'ont fait effectivement un peu oublier. Et c'est pas dramatique non plus. Il y a cette situation temporaire, il faut juste bien la rappeler et bien dire qu'on parle d'un actif de bon côté par définition. Merci. Alors peut-être on a déjà été assez long, donc peut-être juste une dernière question avant de conclure. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le nom de vos sociétés de gestion et aussi le nom des SCPI dont vous avez parlé? Alors la société de gestion, c'est Sofidy qui appartient à 100% au groupe Tikeo Capital, et la SCPI dont on a parlé un petit peu effectivement aujourd'hui, c'est Timorant. Et pour ma part, le groupe, c'est La Française, qui est donc le leader en actifs sous gestion de l'univers de la SCPI, et avec 11 milliards d'actifs sous gestion en SCPI, 30 en immobilier et 180 au total, parce qu'on ne fait pas que de l'immobilier. Et la SCPI dont j'ai parlé, c'est la SCPI épargne foncière.
Merci beaucoup, Julien, pour Parfait. conclure. Merci à vous, merci Pauline, merci Christophe d'avoir consacré un peu de votre temps précieux aujourd'hui afin de répondre à nos questions. On le sait qu'il y a de nombreuses questions auxquelles on n'a pas pu répondre lors de ce webinaire. Salomé, moi-même et l'ensemble des conseillers vous recontacteront très prochainement, demain, le plus rapidement possible, afin de vous apporter le maximum de réponses et vous aider à prendre une décision potentielle et d'investir en SCPI. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci Pauline, merci Christophe. Merci à vous. Et on se retrouve Merci à pour vous. un prochain webinaire très prochainement en SCPI.